Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle présentation de véhicules. On s'attaque à la Hyundai i10, la petite compacte de la marque Hyundai. Je vais vous montrer les caractéristiques esthétiques, mécaniques et l'intérieur. Je vais vous montrer ses points faibles, ses points forts, parce qu'il n'y a plus beaucoup de compacts sur le marché. Donc voilà, cette nouvelle i10 qui a déjà presque 2 ans. Alors c'est Melvin, mon ami Melvin, bonjour, qui a acheté cette voiture en neuve. Alors on parlera des avantages d'acheter neuf, je sais que certains vont penser que c'est une hérésie, moi je suis pour le neuf. Alors on va commencer par l'esthétique de la voiture, parce que les compacts c'est pas souvent très beau. Bah là, il y a du travail. Alors c'est pas une Porsche, mais il y a du boulot qui a été fait. Pour la face avant, on va déjà commencer à regarder les nervures. C'est simple, c'est con, mais pour ce prix-là, ah oui parce qu'on va déjà parler du prix, combien l'as-tu payé pour que les gens se rendent compte? Donc celle-là neuve, je l'ai payée de 12 400 €, donc on est sur l'entrée de gamme, la finition Initia qui sera la moins chère de la gamme Hyundai. Ok, ouais. Donc vraiment le moins cher. La seule option qu'il y a, c'est la peinture. C'est le blanc polaire. Sur Hyundai, sur ces modèles-là, sur tout ce qui est i10, i20, on sera sur une peinture qui sera bleue, un peu un bleu électrique, qui sera la couleur de peinture de base. Donc vraiment, mais blanc, ça ressort bien. Il y a des avantages, on vous les montrera après. Donc voilà, pour vous fixer, voilà, n'attendez pas des finitions de dingue pour ce prix-là. C'est pour ça qu'on vous le dit directement. Mais vous allez voir qu'au final, comparé aux autres compacts, c'est au-dessus du marché. Déjà, on va commencer par les feux. Les feux qui sont, j'aime bien parce que quand on voit la face avant, elle fait un peu énervée. Un peu, même on voit une Yaris par exemple, aujourd'hui elles sont un peu énervées, là c'est pareil. Feu LED ou... Alors là on est sur des feux classiques, les feux LED commencent à partir de la version intuitive, donc ça sera une option, donc là on sera sur un pack qui sera à 1600 € de plus. Ah ouais, donc avec 1600 en plus. Plusieurs options en plus, une différente, la voiture qui aura des plus gros pneus, des jantes. Je parle que pour la face extérieure. Des rétroviseurs plus longs et des feux LED. Donc ça sera les différences après quand on passera sur les gammes au-dessus. Donc voilà, bon voilà, je sais même plus c'est quoi les ampoules de base, c'est vrai que ça se fait plus énormément. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'un éclairage full LED de base ça aurait été pas trop mal, mais bon. Les feux qui sont un peu gros mais qui vont bien à la voiture. Des feux plus fins n'auraient pas été avec le reste du design. La calandre en plastique noir mais qui fait l'affaire, hein, avec très peu de prise d'air au final, parce que c'est un tout petit moteur, on y reviendra après. Le logo qui est plutôt gros, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros sur ce modèle là. On a les feux de brouillard qui ne sont pas, donc l'option n'a pas été prise, donc qui sont cachés par le cache en plastique, mais enfin c'est mieux qu'un trou. Le petit pare-choc en fait, la lame devant qui est très sympa, j'aime bien comme c'est taillé, ça fait un peu agressif avec le petit morceau qui ressort, c'est tout à fait marrant. Une face avant en fait qui est vraiment agréable je trouve à l'œil. Elle est jolie, un poil agressive, donc elle est bien dans l'air du temps on va dire. Surtout les feux j'adore, vraiment je trouve ça trop marrant, c'est deux gros yeux en fait. Alors la voiture est pas très longue ni très large, hein. Elle fait 3,50 m si je dis pas de bêtises en longueur, donc vraiment c'est de la compacte, hein. C'est fait pour la ville, à la limite un peu l'extra-urbain, mais si vous voulez faire des bornes, vraiment exclusivement ça, c'est pas du tout fait pour quoi. Sur le côté, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah déjà les enjoliveurs, c'est ce que tu me disais. Ouais, les enjoliveurs qui sont pas dégueulasses, franchement pour des enjoliveurs. Il n'y a pas d'option, hein. Là non, on parle. Là on est sur le plus entrée de gamme possible. Donc vraiment, vous voyez, c'est vachement mieux que rien. Je prends l'exemple de certaines voitures, même les Peugeot. Ah, les jantes de base, je veux pas dire, mais elles sont dégueu. Là, franchement, c'est sympathique, ça fait le café. C'est déjà mieux qu'un truc déjà noir ou les jantes Dacia, par exemple, qui sont vraiment dégueulasses. Bon après, je trouve aussi qu'ils ont genre pas trouvé d'excuses pour mettre des options à tout va comme on avait avant sur les bonnes infos. Ouais. Par exemple, le truc tout con, c'est le i10 imprimé dans les feux, qui aurait tout à fait pu être en option, par exemple, chez Peugeot. Ça aurait clairement pu être une option. Pareil, le i10 ici, qui est imprimé, ça aurait... Enfin, genre, je veux dire, il cherche plus la moindre excuse, le moindre design n'est pas en plus. Après, ici, on n'est pas sur un véhicule qui se veut absolument moins cher possible, comme une Twingo, où là, vraiment, c'était la base de la Twingo, c'était vraiment, on fait le moins du moins possible. Genre... Pourtant, la Twingo d'entrée de base est quand même plus chère que la i10. Ah oui, non, mais oui. Ou que la 108. Mais ça pas en bourgeoisie, parce que maintenant, la Twingo, il y a un écran, il y a machin. Alors qu'à la base, c'était pas trop le projet de la Twingo. Là, c'est sympa. Alors vous allez voir, donc la peinture blanche, ce qui est pratique, c'est que avec cette finition-là, vous avez beaucoup de plastique noir, évidemment. Je vous ai montré les caches feux de brouillard, les rétroviseurs qui sont pas comme ça avec les finitions au-dessus, les poignées de porte qui sont pas peintes. Mais au final, ça rend bien avec le blanc. En tout cas, ça le cache très bien. Blanc et noir, ça le fait. La peinture de base, donc c'est le bleu électrique. Et là, c'est beaucoup moins beau. Forcément, bleu et noir, c'est pas fifou. Enfin, ça va bien le café. Sur le côté, au niveau des lignes, on voit des petites lignes, des petites recherches de design, une petite ligne, je sais pas si on va le voir au niveau de la carrosserie, une petite ligne, ouais, si on la voit bien. Sur le côté, rien de bien agressif, c'est une voiture qui est censée passer partout, hein. Pas tape à l'œil. La voiture est relativement basse, mais ce sera bien pratique pour beaucoup de gens. Parce que les voitures trop hautes, souvent, c'est handicapant. Les jantes, c'est du 14 pouces. Ouais.
C'est relativement petit, mais enfin ça suffit bien quoi. Des pneus tout ce qui est plus normaux, donc c'est une voiture qui n'est pas du tout chère à entretenir. Hein. On y reviendra après, c'est compact, c'est censé pas vous embêter et rouler tous les jours sans que ça vous ruine. Ensuite à l'arrière, alors on a déjà la petite casquette toute sympathique, j'aime bien, ça donne un côté un peu plus sport, un peu plus, c'est vraiment sympa. Et l'arrière, pareil avec un petit effort de design, hein, on voit le haillon arrière qui est quand même plutôt creusé je trouve. Vous voyez, alors c'est pas comme une 308 mais on n'est pas non plus sur les mêmes prix. Vous voyez, c'est quand même vachement bien creusé. Le petit i10, le Hyundai, enfin franchement, pour une voiture sans option à part la peinture, vous voyez, vous allez chez Dacia par exemple, même si c'est moins cher, vous avez le pare-choc dégueu en noir qui ressemble à rien. Vous avez, là c'est peint, c'est simple, c'est homogène, c'est efficace en fait. C'est une voiture qui est tout à fait efficace pour tous les jours sans se ruiner en fait. Donc vous avez compris, c'est une voiture pas très chère. Surtout, il y en a de moins en moins aujourd'hui sur le marché. Hein. La 108 s'arrête, Seat s'arrête, Opel s'arrête. Parce que c'est des voitures qui ne se vendent pas énormément et en plus à petit prix, donc il n'y a pas une grosse marge à faire dessus. Mais Hyundai, ils arrivent et ils font, bah non, nous on va continuer dans cette lancée, et en plus on va le faire bien parce que, bah on va expliquer pourquoi, alors bah non, on va le dire tout de suite, pourquoi est-ce que tu as pris la Hyundai et pas une Peugeot ou une autre marque? Alors déjà sur la Hyundai, on a bien évidemment une question de prix, parce que c'est simplement une voiture qui commence à des prix vachement plus bas que par exemple si on prend la Renault Twingo ou la Peugeot 108, donc ça c'est quand même vachement un avantage. Pour une voiture qui a aucune option, c'est une voiture qui est quand même relativement bien équipée, donc on verra tout à l'heure surtout au niveau de la sécurité. C'est vraiment, ils ont misé un peu tout là-dessus sur cette voiture, c'était vraiment ce qui la différenciait des autres. Et c'est surtout qu'elle est relativement bien équipée en plus de la sécurité, niveau option pour une voiture entrée de gamme, Ouais, alors c'est ça comparée aux autres. c'est ça qu'on voit souvent, c'est qu'au niveau option, bah de base, quand je suis monté, j'ai fait un petit tour vite fait de la voiture avant de tourner. Je me suis dit, ah mais il y a ça, ah mais il y a ça. Alors on vous montrera ça pourquoi, mais franchement pour une voiture sans option, eh ben c'est quand même pratique. On va parler du fait qu'elle soit neuve. Pourquoi acheter neuf? Pour plusieurs choses. Déjà, on va aller derrière, il y a l'étiquette qui montre tout. Pourquoi acheter neuf? Ni plus ni moins parce que 5 ans de garantie. Ce qui n'est pas le cas sur les Peugeot où c'est 3 ans, sur les Renault ça doit être 3 ans aussi. Seat ça doit être 3 ans, Dacia ça doit être 3 ans. Enfin, c'est une garantie limite quoi. Voilà, les seuls qui dépassent c'est Kia là-dessus, qui ont une garantie de 7 ou 10 ans, mais ici au moins on aura l'avantage d'avoir une garantie 5 ans qui permet d'avoir aucun souci, enfin aucun frais à prévoir au niveau de tout En tout cas, ouais, voilà, c'est sous problème. garantie, c'est vachement bien. Et alors, voiture neuve veut dire 4 ans sans contrôle, veut dire que vous êtes à peu près sûr que la voiture va démarrer à tous les coups et qu'elle n'est pas rincée vu que bah, c'est vous le premier conducteur. Surtout au vu des prix des occasions en ce moment, honnêtement, c'est plus si bien d'acheter d'occasion parce que vous pouvez acheter une merguez, vous pouvez. Bref, c'est chiant. Là, vous avez une voiture neuve en main qui sera du coup plus cher à la revente. Enfin bref, vraiment, il y a beaucoup d'avantages en ce moment à acheter neuf. On peut quand même parler du problème en ce moment avec le neuf, c'est les délais de livraison et les problèmes Ah oui, alors d'approvisionnement en pièces. T'en as eu pour combien de temps là? Alors moi j'en ai eu pour rien parce qu'elle était disponible sur place. Ah d'accord. Donc celle-là j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir tout de suite, mais par contre dès que j'ai fait le tour des concessionnaires, on demande et c'est comme ça qu'on peut négocier les prix. Et le problème c'est que directement par exemple si je prends la Fiat Panda que je suis allé voir, donc par contre Fiat Panda qui était les seuls à proposer en micro-hybride, ce qui peut être intéressant. C'est que par exemple le délai de livraison était tout de suite de 4 mois. Et sur des grosses voitures, si je prends un exemple de mon patron qui prend le Audi Q4 par exemple, il a un délai de livraison qui était de 1 an. Oui, et puis même on va chez DS, maintenant c'est un an et demi. Donc vraiment, bah, c'est forcément avec les problèmes qu'il y a à cause du Covid, hein, forcément les délais se sont rallongés. Là c'est immédiat, en plus t'as pas beaucoup d'options, donc même s'il l'avait pas, je pense que ça irait vite parce que l'électronique c'est pas ce qu'il y a beaucoup on va dire. Mais du coup ce qui est bien avec par exemple Hyundai c'est que les packs sont relativement bien faits. En gros on a un pack de base qui commence à 12 000 ou 18 004, je sais plus très bien. On ajoute 1006, puis 1006, puis 1006 et du coup ça permet d'avoir la finition Initia, créative, intuitive et N-Line, donc on peut voir ici à l'écran. Je t'enverrai les photos. Au niveau du coffre, bon c'est une compacte, on va pas trop en attendre, hein. On a 250 litres, donc suffisant pour mettre 2 valises, on va dire, 2 petites valises. Et surtout derrière, enfin en dessous surtout, vous avez 2 bases de kit anti-crevaison et avec option vous avez la roue de secours, qui n'est pas une galette, hein, c'est une vraie roue. Voilà, bon le coffre est pas très grand mais c'est une compacte. Au niveau des places arrière, bah, on voit, hein, Melvin a largement la place, je pense que même moi je pourrais monter dedans. Je pense que c'est surtout bien pour donc soit des personnes qui sont toutes seules, genre un couple qui sont deux, ou avec un enfant ou 2 enfants mais pas très âgés, parce qu'on évite à aller trop à l'arrière. Mais du coup voilà, après le truc qui est aussi fait pour les enfants, c'est qu'on a l'avantage d'avoir un isofix. Et ça c'est très bien, hein. Qui est relativement bien, et pareil, si on a un seul enfant, dès qu'on part, on a comme d'habitude toujours la possibilité de baisser le siège, et c'est un siège qui se baisse relativement bien. Donc qui permet de rajouter de la place au coffre qui n'est pas spécialement grand. Alors faut notifier quand même que là il y a un gros espace, hein. Ouais. C'est pas plat, hein. On parle de... Après c'est une compacte, hein. C'est pas censé... Oui. Mais après on peut quand même baisser les sièges du voilà, milieu, donc ça peut être sympa si on a une petite machine à laver ou n'importe quoi, ça passe relativement bien dedans. Sachant que donc on a 2 vraies places et une place
au milieu. Voilà, qui peut, au cas où. Enfin, c'est surtout 4 places. Hein. L'avantage en arrière, c'est surtout du coup, on a le côté 5 portes. Ouais, ah oui, alors ça, on en a pas parlé. S'il y a 5 portes, donc c'est de base, c'est vraiment bien. Vous voyez, ça permet de charger beaucoup plus de personnes. Là où une Twingo, enfin, vous avez 4 places aussi, mais enfin, c'est 2 portes, donc c'est un peu chiant. Donc, bien sûr, hein, on n'a pas de prise, pas de ventilation derrière. Hein, on a juste 2 enceintes pour les passagers derrière. Le motif des portes, je reviendrai pour les portes de devant qui sont sympathiques. Tout est en plastique, hein, on chipote pas, vu le prix, il n'y a pas vraiment à regarder si c'est du cuir ou pas. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace, il y a de la place, c'est suffisant. Au niveau des places avant, bon bah vous voyez, c'est relativement bien fait. Alors au niveau des portes, c'est ce que je disais, il y a des petits motifs sympas. Voilà, bon c'est tout du plastique, hein, évidemment, on va pas, encore une fois, on va pas chipoter, vitre avant électrique. Faut bien vous rappeler qu'il n'y a pas d'option, donc en vrai, c'est pas trop mal. Qui était une option à l'époque. Qui l'est plus du coup. Ça y est, qu'il l'est plus du tout. Pareil pour le poste radio, je suis pas sûr. Je crois que chez Dacia, on le retrouve pas en entrée de gamme. Non, alors chez Dacia, t'as un trou pour mettre ton téléphone et il y a une application, enfin bref. Au niveau de l'assise, on a l'avantage d'avoir des petits trucs relevés ici qui permettent de bien se caler. Non, c'est cool, c'est tout en et tissu. Pareil, c'est quand même une assise qui est relativement confortable. Genre, on est moins raide. Qui est assez ferme. On est beaucoup moins raide que sur une 107. Là, on a le volant avec commande au volant. Alors, de base, vous avez le régulateur, incroyable. Limitateur. Ah, c'est pas le régulateur? Régulateur et limitateur. Ah, d'accord. Ah oui, vous avez les deux. Quelques commandes au volant alors. Donc là, on va faire tout con. Je vais mettre le contact et je vais te montrer. Ah, les clés, tiens, on va les montrer. Ouais, donc bien sûr, les clés, un classique. Donc on peut ouvrir uniquement le coffre. C'est déjà pas mal parce que moi je l'ai pas. Hein. Ouais, on peut ouvrir uniquement le coffre et puis bien sûr fermeture, ouverture centralisée, qui fait toujours plaisir. Donc là je mets juste le contact. Là il démarre. S'active, on va couper. Le petit écran de bord. Donc là on a un écran de bord, donc bien évidemment il nous montre que c'est cette porte là qui est ouverte. Et donc du coup on a les boutons, donc par exemple ici on a le mode, donc ça c'est le bouton pour choisir entre régulateur ou limitateur. D'accord. Tout simplement, si on appuie vers le bas, ça règle à la vitesse où on roule. Ok. Si on appuie vers le haut, ça règle à l'ancienne vitesse. D'accord. Par exemple, si on a roulé à 80, on arrive en ville, on repart, on a juste appuyé sur le 80, on est tranquille. Ok. Quelque chose qui est relativement sympa. Ensuite, ces boutons-là, c'est du classique. Hein. Ça, c'est juste pour naviguer un petit peu dans l'écran de bord. Donc en gros, ici, on verra après, ça c'est pour le dépassement de ligne. Ok. Donc, il nous remet automatiquement sur la route. Ah oui, d'accord. Oh, punaise. Et ici, on a notre niveau d'attention. Quand on est fatigué et que le niveau d'attention devient faible, on se fait engueuler, la voiture bip. Et après, ici, c'est le classique, c'est le machin d'utilisation. En gros, si on veut que ça sonne à chaque fois qu'on dépasse la ligne, si on veut que ça nous remette ou si que ça nous prévienne juste. Pareil pour la collision frontale, si on veut que ça déclenche automatiquement le freinage d'urgence. Les compteurs sont très propres, hein, blancs avec des petites lettres dedans, bon, simple, efficace. Bon, gradué jusqu'à 220, vous y rêvez même pas, vous ne montrez pas jusque là, hein, ça c'est clair. Au niveau de la consommation, j'ai vu tout à l'heure l'ordinateur affichait donc 4,6 litres. 4,6 litres. Sachant que je pense que vous pouvez descendre encore plus bas. Oui, parce que j'ai pas une conduite très souple et je conduis beaucoup en ville après, en plus. On vous montrera le moteur, c'est un tout petit moteur, donc ce qui est embêtant, vous devez taper un peu dedans pour que ça avance, donc forcément ça va faire peut-être un peu plus consommer, mais enfin globalement ça reste très convenable. Voilà, le compteur très simple, très efficace. Les commodos, bon bah ils sont simples, il n'y a rien de spécial. Le petit ordinateur qui est sympathique. Ouais, je trouve ça sympathique. Bah, au moins il est bien intégré. Sachant voilà. que sur les finitions plus haut de gamme, vous avez un écran évidemment qui est Surtout d'ailleurs que pas trop mal, qui est très sympathique. Sur les anciennes bagnoles ou même sur certaines de maintenant, on a simplement une finition qui n'est pas reliée ici. On a encore comme les anciens modèles avec juste un poste qui ressort, ce qui est pas très agréable à regarder. De mettre, ouais. Donc on a quand même une face avant qui est quand même relativement agréable, hein. Du côté conducteur ça c'est agréable à regarder. On a une finition ici qui est sympathique. Alors bien sûr tout plastique dur, pas de moussé. Hein. Après on a le classique bien évidemment sur les voitures, de quoi poser le téléphone avec un espèce de petit grip. Ensuite là c'est juste l'air conditionné. Warning pour verrouiller ou déverrouiller. Donc ça se verrouille automatiquement quand on s'arrête pour éviter les vols à l'arraché, les choses comme ça. On a une prise USB classique et une prise 12 volts aussi sur l'avant. Donc ici, juste cool. Ici, donc une prise allume-cigare. Ici, c'est le start and stop. On peut l'activer ou le désactiver. Alors, sachant que moi, c'est un conseil que je vous donne, le start and stop, c'est de la merde. Concrètement, ça use le démarreur, même s'il est renforcé, hein, ça use le démarreur plus vite que si vous le désactivez. Enfin, moi, par exemple, sur 2008, on l'utilise très rarement parce que vraiment, ça bouge trop la voiture. Le start and stop, c'est bien uniquement sur les longs feux rouges ou les feux rouges de travail. Ouais, et puis encore, moi je le coupe tout le temps, vraiment. Classique, boîte à gants qui est déjà pleine, donc on a un petit peu de place, juste de quoi mettre vraiment le carnet de 3 papiers. Elle est assez petite. Puis bah, bien évidemment, le classique, les ampoules. Au cas où on a un petit souci avec les feux avant, on a de quoi changer clignotant, les choses comme ça. Petit renfermement, ça par contre c'est vraiment cool ça. Ouais. C'est bien. Pareil sur la face avant, donc encore ici, après on a le classique, on a les portes gobelets, on a de quoi mettre, on a de quoi franchement mettre pas mal, hein, les clés frein à main manuel, hein, pas de frein à main électrique. Ouais, là je pense qu'ici il y a des boutons. Alors ça c'est le petit défaut et encore, tu vois, ils ont pas caché, genre ils mettent un cache là. Oui. Là on sent qu'il manque les boutons là.
On sent qu'il manque un bouton là, on sent que là il manque des boutons, mais enfin bon, beaucoup de Ça marques permet de font ça. réduire certains coûts. Ouais, là oui, clairement oui, c'est moins cher. Bon, pareil pour les passages à l'arrière, si on veut mettre 2-3 trucs, on a ici. Donc ça c'est une face avant qui sera beaucoup mieux travaillée, qu'on retrouvera sur la i20, qu'on aura la chance d'essayer plus tard. Ah ouais, que j'aurais, parce que toi c'est sûr que tu l'as déjà. Oui, je l'ai déjà essayé, mais mais que forcément, j'ai la chance, on verra, je filme. on verra un côté entre guillemets confort du conducteur. De toute façon, on va faire un comparo entre la i10 et la i20. Le levier est très court. Le levier est très court et les vitesses que je trouve pas très agréables à passer. Ah ouais? On entend un certain bruit déjà, Ouais. tout simplement. Et par exemple, si on prend sur l'Opel Karl, que à mon père, donc il avait acheté neuf à l'époque, qui maintenant a 5 ans, le pommeau était déjà mieux travaillé. Celui-là, on est sur un pommeau simple. Sur la Karl, on est sur un pommeau un peu incurvé. Et le changement de vitesse qui est souple, sans aucun bruit et sans aucun crack. Sur la face avant, notre ajout ici, on a un porte-carte classique. Et par contre, on a quelque chose qu'on ne trouve pas, c'est les miroirs. Il n'y a pas de miroir. On n'a pas ici. Et le truc vraiment intéressant qui paraît n'est pas une option qui est de série, c'est le bouton SOS. Donc si on a un accident, on appuie sur ce bouton. Ici on a le petit haut-parleur, ça nous met directement en relation avec des autorités compétentes. Ouais, comme beaucoup de marques font maintenant, mais là le truc c'est que c'est entrée de gamme, donc c'est cool. Ouais, ce qui était relatif. Par exemple, si on prend sur les Opel, un truc tout con sur les Opel Corsa à l'époque, c'était disponible à partir de la Black Edition, si je D'accord, ouais, donc mais là c'est cool maintenant, c'est bien démocratisé. Et le Corsa qui était quand même une version déjà au-dessus, on n'était pas sur la Karl. D'accord. Maintenant, voilà, on est quand même, faut pas oublier qu'on est vraiment sur les moins. En voiture neuve, c'est pas possible de trouver moins cher que cette voiture. Enfin, si, il y a la Dacia, mais je veux dire, dans le genre. Ouais, mais voilà. On trouve pas moins cher que ces voitures-là. Dacia, à 9000, on a c'est- 4 roues et 2 sièges. Voilà, vraiment c'est impressionnant, Mais- il y a que dalle. C'est pour rouler. Après pour moi Dacia c'est trop cher. Vraiment, à partir du moment où tu mets quelques options, ça t'atterrit tout de suite à 13-14 000. Là c'est Ouais, déjà mais trop parce cher qu'on pour est moi. déjà sur une voiture plus grosse aussi. Ouais, mais c'est surtout que. Ouais, mais enfin bon, au niveau des crash tests, c'est mauvais. Au niveau du volant, on est sur un volant relativement petit. Alors bon, c'est pas les volants Peugeot qui sont coupés en haut et en bas, mais enfin, ça reste vraiment petit. Avec le petit double branchement qui est sympa, hein, forcément en plastique, encore une fois. Le klaxon qui est ici, évidemment. Les ventilateurs qui sont bien designés. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, avec un petit motif bien sympa. Les aérateurs du centre, bon, ils les ont pas trop dissimulés, mais enfin bon, pour le prix, on va pas trop en demander. Au niveau des réglages rétroviseurs, c'est manuel, hein, des deux côtés. On a le petit tiret ici pour les régler. Ce qui est franchement dommage. Ah, ce qui est vraiment. Enfin, avec toutes les petites options qu'on retrouve, je trouve ça vraiment dommage d'avoir quelque chose d'aussi basique que des Ouais, rétroviseurs. Parce que même sur la Modus, c'est électrique, alors que vraiment, elle a déjà quelques années. On retrouve au niveau du centre, vous voyez des petits motifs là, encore une fois. Mais voilà, rien d'extravagant, hein, du plastique noir, voilà. Les sièges de porte sont relativement bas, ça va. Ah, c'est la trappe à essence qui est là? Ouais. D'accord. Trappe à essence, on a juste à lever, on a la trappe à essence qui est juste ici. Ok, donc bon, bah la petite trappe à essence là. Le siège qui est réglable profondeur, hauteur, Non, mais pas. en hauteur. Ah, pas en hauteur celui-là? Justement, c'est ce que je disais. Ah, je croyais que c'était seulement les autres qui étaient pas en hauteur. Mais Non, même lui, justement, pas. ce qui est malheureusement, c'est que celui-là, il est réglable que devant derrière. Et donc, ce qui est embêtant, par exemple, pour quelqu'un comme toi qui est grand, t'aimerais bien baisser un peu le siège Bah oui, oui. pour être au plus proche de la route. Après- Le souci, c'est que ça, on le trouvera qu'à partir de l'intuitive. L'intuitive, ok, bon. Qui sera la version à 1600 € de plus, avec toutes les options qui vont avec, bien sûr, la conséquence, etc. Mais Ok, du coup, ouais. c'est dommage qu'on trouve pas ça sur de l'entrée de gamme. Bah oui, oui, c'est dommage, mais enfin bon. Moi, ce qui C'est me pas pose grave. un problème, puisqu'il faut, faut pas oublier aussi, il faut en parler, c'est que moi je suis une personne relativement petite, donc je suis 1m72, donc j'ai aucun souci à m'installer dans la voiture. Si par exemple on prend Antoine qui lui Je fais 1m87, donc là. est direct à 1m87, s'il est relativement, il est pas à l'étroit, mais on va dire que. Ça va, en vrai, ça va, je m'attendais à pire. Par contre, je montais en passager, j'étais vraiment bien, ça allait. Mais par exemple, à l'arrière, je serais trop serré, ça c'est sûr, vous pouvez pas monter deux personnes comme moi. Mais vraiment, non, là, j'ai de la place au volant, j'ai de la place par rapport au toit. Non, c'est bien avancé, c'est fait quand même pour que ça aille à tout le monde. Voilà, on voit la planche de bord qui est vraiment assez profonde, donc gare à la poussière, surtout que là, il y a des petits endroits où la poussière peut se loger, mais enfin bon, c'est tout à fait efficace. Les boutons, vous voyez, hop, directement de toute la radio, c'est simple, c'est efficace, c'est accessible. La clim hein, qui est de base, hein, pas d'option pour mettre la clim, donc ça c'est hyper pratique. Maintenant on voit qu'il y a plein d'options qui se démocratisent. Là c'est juste que la voiture est pas chère, mais maintenant toutes les voitures de base ont ces options là, ou presque. Moi ce qui me surprend c'est peut-être le régulateur qui est pas censé être là, le start and stop, bref voilà les piliers commande au volant qui sont cool aussi. Mais globalement il y a beaucoup d'options qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de voitures. Voilà, surtout une faible consommation, hein. On va vous parler du moteur juste après. Boîte 5 vitesses aussi, il faut bien le dire, donc pas de 6ème, pas sur cette finition-là. Il faudra monter un peu en gamme. Les sièges qui sont relativement fermes, ce qui est un peu le cas sur beaucoup de sièges maintenant, hein, on va pas se mentir. La fermeté est privilégiée. Les petites poignées qui sont simples à choper, hop. Voilà, donc ça c'est pour des personnes qui veulent une voiture simple tous les jours, qui n'a pas de fioriture, c'est tout à fait efficace. Bon, elle est relativement basse pour quelqu'un qui est grand comme moi, mais bon, pour quelqu'un qui sera de taille normale, ça ira tout à fait normal. Les sièges en tissu, hein, c'est les sièges de base qui sont tout à fait confortables, hein, fermes. Je retrouve à peu près le même confort que la Modus. Les petits tapis siglés i10, ici on a quelques boutons. Activer, désactiver la trajectoire, l'ESP et l'ABS.
Donc Ce qui est tout cool. ça, c'est ce qu'on peut Tu régler. peux drifter. On peut carrément drifter. On va essayer, c'est faux. Donc juste ici, Voilà, trappe comme moteur. toutes les voitures, ça ouvre le capot. Alors, moteur tout petit, hein. Là on est sur du 1 litre. Donc tout petit moteur atmosphérique de 67 chevaux. C'est ça. Donc ça n'avance pas. 60. C'est Alors, pas un dragster, c'est pas un... Mais bon, enfin bon. Vous voyez la place qui... Mon Dieu, la place qui reste dans ce véhicule. Parce que forcément, le plus gros moteur de 80 chevaux, lui, est 1 litre 6. 84 chevaux. 84 chevaux. Il fait 1 litre 6, donc il est un peu plus grand. Là, on voit directement, je vais enlever la feuille morte, la courroie. Donc qui est pas facile d'accès encore une fois parce qu'il y a le cache moteur qui cache tout. Enfin le truc qui tient le moteur. Bon voilà, un moteur relativement simple, tout petit. Hein. Alors bon, c'est un 3 cylindres, hein, donc avantage faible consommation, désavantage pas hyper fiable. Enfin c'est pas l'architecture moteur la plus fiable. Dans le sens où vous avez des pièces supplémentaires pour stabiliser le moteur, vu que les 3 cylindres secouraient beaucoup trop sinon. Bon, c'est pas grave en soi, toutes les voitures maintenant ont du 3 cylindres. Hein. C'est vraiment sur beaucoup de modèles. Mais voilà, une voiture relativement simple, batterie accessible. C'est 67 chevaux atmosphériques, simple, efficace. Et donc sur cette version par contre c'est pas disponible, mais dès qu'on passe à l'intuitive, on peut directement passer sur du 67 BVR. La seule différence sur le BVR, c'est que du coup on passera sur une plus grosse émission carbone, ce qui n'est pas spécialement souhaité maintenant parce qu'il y a des malus écologiques, Oui, alors, etc. sachant qu'il n'y a pas de diesel. Sachant qu'il n'existe Mais pas en diesel. honnêtement, n'achetez plus de diesel, c'est fini, le diesel mort enterré, hop ça dégage, on dit au revoir au diesel. Et Ça du faut coup, pas. après, donc si on veut un peu plus de puissance, là ça sera uniquement disponible sur la N-Line. Donc la N-Line qui sera une version Haut de gamme quoi. carrément haut de gamme, on verra la photo, il y a le devant qui change, il y a des jantes spéciales, des pneus plus gros, on a 2 sorties à l'arrière, un intérieur complètement revisité, tout est retravaillé. On a Et donc tout. celle-là, elle sera disponible en moteur 1.2, donc en 84 chevaux. Et si on veut s'amuser un petit peu avec cette voiture, on peut tout à fait l'avoir en 1.0, un moteur TGDI de 100 chevaux. À mon sens, c'est le moteur qu'il faudrait prendre parce que 100 chevaux, 200 Nm de couple, c'est typiquement ce qu'il faut pour faire de la ville, de l'autoroute. Là, 67 chevaux sur l'autoroute, dès que vous voudrez doubler, là c'est foutu, hein, vous êtes mort. C'est pratique pour faire de la ville, de l'extra-ville ou des petites routes de campagne, mais vraiment, il n'y a aucune puissance. C'est ça le problème. Moi, je suis pas fan du 67 chevaux, ça me ferait peur. On a vraiment. Toi, tu fais aucune pas puissance. d'autoroute. Toi, tu fais pas d'autoroute. Non, pour une conduite en ville ou une petite conduite extra-urbaine, donc en gros la conduite que j'ai c'est largement suffisant parce que je roule toujours dans les limitations de vitesse. Donc Ouais. déjà c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. On met le régulateur, on n'a pas d'embrouille. Dès qu'on veut doubler, dès que c'est en côte, on a un peu plus de difficultés, on doit souvent rétrograder. C'est pour ça que pour moi l'idéal sur celle-là, ça serait déjà le 84 chevaux au minimum. Ouais, Mais c'est on vraiment passe le tout de minimum. suite sur des bagnoles plus chères, je crois que le 84 chevaux il commence à 14 000. 14 Ok, ouais. 600, je sais plus s'il commence à ça. Et forcément, le mieux, ça serait le 100 chevaux, mais le 100 chevaux, on est sur le plus haut de gamme possible, donc on est tout de suite sur une voiture qui est à 17 000. Euros, 600 là, c'est euros. plus tout le même truc. Hein. Donc là, on est en même temps sur la N-Line, c'est une voiture qui se veut un peu plus agressive. Ouais. Donc Après- forcément, là, ça sera pour faire beaucoup plus de routes, pouvoir doubler sans problème, faire pas mal d'autoroutes. 100 des choses comme chevaux, ça. 100 chevaux, voilà, c'est typiquement ce qu'il faudrait. Là, je vous dis, c'est un moteur poussif, c'est un petit moteur 1 litre, 3 cylindres de 67 chevaux. Autant vous dire que voilà, c'est pratique pour faire de la ville, pratique pour faire de l'extra-ville, mais alors voilà, vous n'aurez pas un dragster, vous n'aurez pas. Voilà. Voilà, Par contre, ça après- consomme rien. voilà, ça, après, c'est voilà, ça- l'avantage, c'est que ça consomme rien. Même sur un moteur 100 chevaux, on est quand même sur quelque chose qui fait pas spécialement plus d'émotion et d'émissions de CO2 et qui consomme pas énormément plus. La De toute façon, différence, ça c'est que consomme plus. Enfin, les émissions de CO2 maintenant sur ces véhicules-là. La différence, c'est que sur un moteur 100 chevaux, déjà, on le poussera beaucoup moins dans les tours, entre guillemets, dès qu'on veut doubler des choses comme ça. Donc, c'est un moteur qui sera plus durable dans le temps et ça apportera une conduite plus agréable. Un moteur 100 chevaux sera beaucoup plus agréable si on prend la voiture sur du plus long terme avec l'objectif de la revendre, entre guillemets, sans perdre un peu de valeur d'achat. Par exemple, sur un Bah. 67 chevaux, on intéressera beaucoup moins de personnes et on va perdre beaucoup au niveau Bah, de la valeur. c'est intéressant au niveau d'assurance. Ouais. Est-ce qu'on peut dire combien tu payes d'assurance Alors, par mois? Avec celle-ci, je suis assuré en tout risque, je suis jeune permis et je paye 105 € d'assurance par mois. Donc Ok. en full tout risque. Donc ça reste encore vraiment Et il faut accessible. prendre en compte qu'aussi l'assurance est plus chère car je n'ai pas de parking privé ni de garage. Donc Ok, c'est quelque ouais. chose qui peut augmenter le prix. Ce qui est intéressant avec le 67 chevaux pour les étudiants, c'est que c'est pas cher à assurer, il n'y a aucune puissance, donc vraiment là-dessus l'assurance pas de Et encore soucis. une fois, la consommation qui est incroyable, enfin du 4 litres 4 au 100, c'est quelque chose qui n'existait même pas avant. Non, Sur les maintenant, voitures, on était à du 5 litres 2, maintenant sur les nouveaux moteurs, la consommation est impressionnante. ouais, alors après, là c'est cool, c'est 60 chevaux. Peut-être que sur le 100 chevaux, tu dois même peut-être un point moins consommer parce que tu auras un turbo, enfin, c'est obligé qu'il y ait un turbo pour faire 100 chevaux. Et le turbo permet d'un peu moins consommer, voilà, ça suralimente un peu le moteur. Bon, là c'est atmosphérique, donc il n'y a vraiment rien, c'est le moteur lui-même. Donc voilà, comme on dit, le problème de ces petits moteurs là, c'est que vous aurez tendance à plus souvent taper dedans pour doubler, pour les pentes, etc. Ce qui va l'user un peu plus. Bon, on ne parle pas non plus de le péter à 100 000 km, mais bon, c'est pas hyper, c'est pas le plus fiable, on va dire. Enfin bon, un moteur simple, Selon efficace. l'utilisation. Oui, oui.
Mais de toute façon, on voit qu'il y a un autre moteur qui est prévu parce que la place qu'il y a, nom de Dieu, Oui. il y a des trous, mais partout. Hein. Pour changer les ampoules, c'est très simple. Alors ça, c'est cool, c'est d'accès direct. Hein. Ouais, c'est vrai que Vous pouvez le faire vous-même. Hop. Vraiment un tuto sur YouTube et vous changez proprement vos ampoules, même si aujourd'hui vous allez chez Noroto, ils vous font même pas payer la main d'œuvre pour les changer. Hein. C'est très simple. Bref, un moteur simple, efficace, qui consomme pas, qui est pas puissant mais qui fait bien le café quand même. Bon, allez, on va c'est faire parti. Le Petit essai. Alors, essai. quelque chose qu'on n'a pas dit, feu automatique, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ouais, feu automatique, donc tout simplement feu de jour quand c'est en jour. Dès qu'il commence à faire nuit, ça va se mettre donc en feu de croisement. Et dès qu'on va sortir de ville, parce qu'il y a des capteurs qui font que dès que je suis en ville et qu'il y a trop de lumière, je peux pas activer mes pleins phares. Sauf si je le veux volontairement, mais du coup en feu automatique, ils vont se désactiver dès que j'arrive en ville, ou dès qu'une voiture arrive en face, ou dès qu'une voiture qui roule en face de moi commence à être trop proche. Donc c'est cool. On va avoir les feux qui vont se désactiver automatiquement, ce qui est relativement sympa. Parce que le truc chiant avec les feux automatiques, c'est qu'on a les désavantages des pleins phares qui n'étaient pas... Donc le start and stop, ouais, voilà. Relâcher la pédale de frein, ça redémarre automatiquement. Et on est parti. Alors moi je suis un habitué du 2008. Pardon. Ils ont refait le truc. Du 2008 et de la Modus, donc Modus qui est bruyant, 2008 qui est ultra silencieux, donc là j'ai un avis, on va voir. Bon, le 3 cylindres forcément ça s'entend. Hein. Mais une fois qu'on est calé en vitesse... C'est cool. Alors là, bon forcément les pneus sont petits, donc aucun bruit de roulement, vraiment c'est zéro. On va prendre, je vais prendre le Dodan un peu vite, tu vas voir quand même qu'elle tient assez bien... On va voir l'amortissement. Ah non, bah ça va, celui-là c'est un Dodan gentil. Très soft. Les sièges sont extrêmement fermes, je m'en étais pas rendu compte mais ils sont vraiment fermes. Donc après en ville, voilà, on voit qu'il n'y a aucun souci, hein. C'est une conduite tranquille. Ce qu'il y a de plus normal. Alors première ça va, mais deuxième on sent déjà qu'il y a une gamme de moins de puissance. Voilà. Et dès qu'on passe à la troisième, c'est fini. Là c'est fini. Le problème c'est que vu que c'est une voiture légère, dès qu'on est à 2 ou 3 dans la voiture, ça change tout. Ouais, dès que sur un 67 chevaux, dès que tu rajoutes la moindre charge, c'est fini. Déjà sur 100 chevaux, je le ressens. Hier, j'ai transporté des potes, on était 4 plus chargés, il n'y avait plus rien. Bah alors tu vois, l'avantage du coup, c'est là que tu vois la différence, c'est que sur les 140 ou 147 chevaux que j'avais sur la 307, t'avais beau monter à 2-3 potes, t'avais pas spécialement de différence de puissance parce qu'elle était déjà lourde, donc elle était... Ah bah tiens, je vais mettre à 50 en quatrième comme il me conseille. 50 en quatrième. En mode éco. Donc là, je suis très bas dans les tours, j'ai 0 puissance, on sent que ça tremble presque. Et là, attention, je mets le pied au plancher. On n'avance pas, genre vraiment 54, 56. Après, faut quand même lui rendre ce qui est, on est en légère pente. Oui, on est en légère pente, mais... On est en légère pente, mais enfin, pour atteindre les 80, c'est pas très glorieux. Là, t'es pied au plancher encore. Je suis toujours pied au plancher. Hein. Et la zone à 80 se finit bientôt. Et on passe la 5ème, et on avance plus. Et là, bah, c'est 50. L'amortissement est bien. Maintenant, dans la C3 Pluriel, vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous verrez que l'amortissement est vraiment bien. C'est Citroën, forcément. Là, c'est simple, c'est efficace, on va dire. On n'est pas bourré de partout, mais enfin bon, ça suffit. Moi, je suis grand, vous voyez, j'ai de la place aux genoux. Hop. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que quelqu'un de ma taille peut pas monter derrière. Derrière moi, en tout cas. Non, je pense pas. Là, ça devient vraiment trop compliqué. Là, tu vois, elle penche pas mal. Ouais, alors, c'est ce que je lui disais. Comparé à 2008, alors vraiment, je compare l'incomparable. 2008, c'est SUV, ça n'a rien à voir, c'est pas la même gamme et tout, mais on va dire, c'est à peu près le seul repère que j'ai vraiment. Celle-là prend beaucoup de roulis, je trouve. Même comparé à la Modus, elle en prend à peine plus, tu vois. Elle est vraiment. Alors que la Modus, pourtant, c'est une brique avec des amortisseurs de merde. Là, vraiment, ça prend du roulis. Bon, c'est peut-être pas hyper agréable, mais bon, c'est pas. On prend pas des suspensions sport. Je pense surtout que tu flippes si tu prends les virages un peu trop vite. Ouais, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 10 secondes. Ah ouais, donc vraiment 0 à 100 il se fait en 15 secondes, 15-16 secondes. Je vais partir un peu sur le côté. Je viens de me faire mettre. Alors ça par contre, ça ce qui est cool, c'est que c'est pas en option. Non, c'est d'entrée de gamme. Alors il y en a qui aiment pas, moi j'aime pas, vraiment pas. Que la voiture touche mon volant. Ouais, je sais. Une fois ça me l'a fait quand je doublais. Oui. Oh putain, le coup de flip que ça m'a fait, non mais je le désactive tout le temps maintenant. Mais du coup, par exemple. Mais sur autoroute, c'est pratique par exemple. Sur autoroute. Tu veux te mettre 500 régulateur, au moins t'es sûr de pas finir directement dans le fossé. Ou un truc tout con, voilà. Gardez vos mains sur le volant. Et elle vient de me remettre directement sur la trajectoire. Alors que je partais carrément sur la route d'à côté. Il y a quelque chose aussi que je remarque, pour avoir essayé la Sandero, il y a beaucoup moins de bruit de frottement de vent dans la voiture là que dans la Sandero. Ah ouais? Ou même qu'une Clio. Parce que là vraiment on peut parler très très calmement, il n'y a pas de problème.
Donc là on a un parfait exemple de ce que je disais. Donc par exemple là on a Antoine qui commence à essayer pour tout simplement pour régler le volant, qui puisse avoir sa conduite. Moi, donc voilà, il peut régler le volant en hauteur et le problème c'est que le volant pour lui est trop loin et il peut pas le régler en profondeur. Et donc là on a le souci dont je parlais tout à l'heure, c'est que sur cette option on n'a pas la chance d'avoir un volant qui est réglable, un siège qui est réglable en hauteur. Et le problème c'est qu'avec une personne grande comme Antoine, on a les genoux qui vont assez vite venir taper dans le volant sur une voiture. En fait je suis obligé de la mettre devant, voilà. Faire debout quoi. Sur une voiture... Là ça fait position camionnette. Ah c'est ça. La petite BM qui est bien sympathique. Ouais. Alors sur une voiture compacte comme celle-là, c'est quand même quelque chose d'assez handicapant, c'est que pour la taille, il faut tout de suite passer à l'intuitive, qui sera donc en entrée de gamme à 13 600 si je dis bien. Prix, hein. 1600 balles de plus, c'est quand même pas rien. Je vais partir. Oh, l'embrayage qui est tout léger. Hein. L'embrayage est très court, la boîte de vitesse est très courte aussi. Enfin, tout est court, c'est des pédales très courtes. Ouais. Non, mais t'inquiète. Extrêmement sensible. Ouais, j'ai fait pareil quand j'ai essayé la voiture la première fois. Ouais. Oh là là. Ah bon, ça m'a surpris, c'est que sur la 307, c'est vraiment des pédales très longues. Ouais. Le frein très court et embrayage. Voilà, alors qu'ici l'accélérateur, j'ai eu du mal à m'y faire. Hein. Le démarrage, bah t'as bien vu, mais même quand on tourne des plans au démarrage, tu m'entends faire. Ah ouais, là c'est imposant. Après, ça se prend très vite en main, c'est ça que je voudrais voir. Moi, c'est des voitures qui doivent se prendre très vite en main. Et vu que c'est tout petit, le devant est là, l'arrière est juste derrière. Bah, enfin, c'est logique, mais je veux dire que c'est très court. Vraiment, ça se prend en main tout de suite. Le levier de vitesse, alors moi, je le trouve très très agréable. Hein, mais vraiment, les vitesses se passent, c'est très smoothie, c'est vraiment trop bien. La pédale d'embrayage est ultra profonde, par contre c'est assez impressionnant. Mais sinon il n'y a rien à dire de particulier. La direction est très douce, même si c'est un poil plus rigide qu'une Peugeot. Mais non, en vrai ça s'emmène. Par contre ça se prend en main, mais comme ça. Ouais. Bah, c'est des voitures c'est dans le même principe que quand on essaye pour la première fois une 206 ou une Clio, c'est des voitures qui se prennent relativement facilement en main. Mais par contre, ça prend du roulis, c'est impressionnant. Ouais, voilà, par exemple, ici c'est un défaut. penche direct. Voilà, si je laisse la caméra se mettre droite. Ah merde, on verra sur le prochain rond-point. En fait, si je laisse la caméra se mettre droite, elle va automatiquement, entre guillemets, se caler par rapport à la route. Et donc, on va voir comment la route sera penchée. C'est impressionnant. Ça, pour moi, c'est un défaut parce que sur du long terme, alors quand t'es pas habitué, c'est encore plus choquant, forcément. Mais là, c'est pas non plus une voiture qui vous fait vomir, mais bon. Voilà, donc là par exemple, je laisse la caméra je vais faire un tour de entre guillemets, voilà, face à la route. Là, je suis à 30, automatiquement grâce au stabilisateur, et ça permet de voir que. Ah, mais voilà. Puis alors les sièges, ils retiennent mal. On voit ici que c'est complètement penché par rapport à la route. En gros, si je suis la voiture, on voit que tout le décor est penché en fait. Et on est qu'à 30 sur un rond-point qui n'est pas spécialement très violent. C'est le seul truc chiant, c'est que du coup, bah, je dois freiner énormément avant les ronds-points. Ah ouais, parce que là. Enfin, bon, la Modus c'est pareil, hein, mais là le problème c'est qu'une compacte, je suis déjà monté plusieurs fois dans une 108 par exemple, c'est beaucoup moins, ça prend beaucoup moins de roulis, ça vire beaucoup plus à plat. Après, Peugeot savent faire de bons châssis comme Renault ou Citroën. Là c'est asiatique, donc c'est vraiment, ça se veut simple, efficace et pas chiant quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la Hyundai i10. On se retrouve encore une fois avec Melvin dans quelques jours pour filmer ce coup-ci la i20. Alors bien sûr, la vidéo de la i10 sortira bien avant. Merci à toi d'être venu, d'avoir fait la route pour venir me présenter ce petit véhicule. Merci, c'était un peu. Globalement, je la trouve cool, même très cool, je la recommande. Pour quelqu'un qui veut faire de la ville ou faire métro boulot dodo, c'est parfait. Ouais, et du coup on verrait que pour l'extra-urbain, la i20 sera plus intéressant. Voilà, là c'est... On sera plus quand même sur... Bah là c'est concurrence 108, etc. Ouais, la i20 c'est plutôt 208, Clio, etc. D'ailleurs, on verra une vraie concurrence puisque 208 qui a complètement explosé, on est d'accord, mais après Clio et Corsa qui ont un peu stagné sur celle-là, et i20 qui est revenu en force avec un design tout à fait incroyable. Ouais, elle a un petit design, on a croisé tout à l'heure qui est cool. C'est intéressant qu'on pourra voir, elle a que ça suit dans des gens un peu plus actifs. En plus, elle est quasiment la plus haut de gamme que tes parents. C'est quasiment la plus haut de gamme parce qu'on est simplement sur la N-Line. La seule différence, c'est que le moteur sera pas en 100 chevaux, mais on ne pourra pas faire plus haut sur cette voiture. Ouais, bah de toute façon, c'est pas grave. Une voiture qui se veut un peu plus classe. Enfin, bah, en tout cas, super, la petite i10, très sympa pour débuter, c'est nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à mettre les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo, voir si vous hésitez entre la i10 et la i20. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit like, à me mettre en commentaire si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite, rien du tout parce que je sais même pas ça. À la prochaine. Ciao. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Oh ta mère là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pardon, bah. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ça c'est dans le best-of.
Bonjour, je suis Olivier de Carglass.